Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Nous sommes en train de parler de la problématique mondiale qui est le sommeil. Et on ne pouvait pas laisser de côté la mélatonine, cette neurohormone très importante en ce qui concerne le sommeil. Mais ce n'est pas du tout que ça. En fait, les chercheurs ont découvert que la mélatonine, elle a un rôle peut-être même beaucoup plus important dans d'autres secteurs du corps que le sommeil. Et c'est pour ça que je suis là. Je m'appelle Elisa Marceau, chirurgienne dentiste naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Vem comigo? Vem comigo! On va commencer notre histoire en vous montrant l'importance de la mélatonine. Parce que la mélatonine, ce neurohormone, il est toujours associé au sommeil. Effectivement, on va continuer à parler du sommeil, le cycle circadien. Mais avant ça, je voudrais vous montrer qu'aujourd'hui, l'importance de cette mélatonine au niveau systémique et cellulaire. Si on parle des actions systémiques, qu'il y a un S ici d'ailleurs, si on parle des actions systémiques, parfois je mets de l'accent, parfois je ne mets pas. Si on parle des actions systémiques, on va voir qu'elle est importante au niveau du rythme circadien, importante au niveau du rythme cardiovasculaire, importante aussi, elle a une présence au niveau du cancer, on va voir tout ça après, système immune, évidemment, et système gastro-intestinal. Donc ici, on va déjà voir quelques piliers de la nutrition fonctionnelle, comme l'assimilation pour le système gastro-intestinal, la défense et réparation pour le système immune, transport que pour vous rappeler tout ce qui est artériel, veineux et lymphatique, et la communication qui part de tout ce qui est hormonal et nerveux, qui est notre cas de notre rythme circadien. Donc, vous voyez déjà que la mélatonine, elle passe par tout ce pilier de système dans la nutrition fonctionnelle. Les actions cellulaires vont participer de l'autophagie, de l'apoptose, de l'épigénétique, physiologie mitochondriale essentiellement liée d'ailleurs au cancer, liée au système immune. On verra tout ça plus tard. Ubiquitine, protéasome aussi et collagène pour l'intégrité structurelle comme pilier. On a l'énergie. Donc, on a presque tous les piliers que la mélatonine va être présente. Donc, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est cette partie que c'est le rythme circadien. Mais avant d'y aller, on va parler un peu de la production de cette mélatonine. Les études montrent que cette molécule, cette mélatonine, qui est en fait un indoléamine, indole, ce sont cette structure-là, pour ceux qui ne connaissent pas la chimie. Donc, c'est une structure indole, qui sont ces deux structures-là, associées à une amine. C'est pour ça qu'elle est une indoléamine, qui s'appelle mélatonine ou sinon N-acétyl-5-méthoxy. Vous voyez ici le méthox, tryptamine. On en reparlera de cette partie très importante qui est la biochimie, qu'on va décortiquer. Ici, c'est que pour vous montrer la biochimie dans un premier temps, mais après, on va décortiquer un peu plus quand on va parler d'autres fonctions comme le système immune, etc. Alors, les actions cellulaires, je viens de vous présenter, le rythme circadien et maintenant cette histoire. L'histoire, c'est que cette substance que je vous ai dit, qui est une neurohormone, qui est un indoléamine, qui fait partie des indoles, comme c'est le cas de notre sérotonine. Et c'est pour ça qu'elle finit là par tryptamine. Vous allez voir ça. Et elle est très ancienne, 3,5 à 2,5 milliards d'années.
ok? On pense qu'il y avait déjà la présence de mélatonine. Et cette mélatonine, elle est présente dans le règne animal et végétal, et aussi dans le prokaryote, les bactéries. Ce bactérie, cyanobactéries, alpha-protéobactéries, et avec l'évolution, vous savez que le chercheur Lynn Margulis a présenté sa théorie endosymbiotique où la bactérie va rentrer dans nos cellules et devenir mitochondrie. Et pour les végétaux, mitochondrie et chloroplaste, n'est-ce pas? Et donc, cette mitochondrie, elle est productrice de mélatonine. Je répète, la production de mélatonine, elle se fait au niveau cellulaire dans la mitochondrie. Et pour les végétaux eucaryotes, dans la mitochondrie et dans le chloroplaste. L'évolution nous a montré que cette mitochondrie, ce sont des bactéries ancestrales, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, au niveau cellulaire, on sait que cette mitochondrie est présente dans toutes les cellules qui ont de la mitochondrie. Donc, on pouvait laisser de côté le globule rouge. Après, dans les hépatocytes, dans la rétine, dans l'intestin, dans les glandes lacrymales, dans les testicules, en ayant dans chaque partie une fonction. Vous vous rendez compte comment l'étude de la mélatonine, elle peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on va diviser en étapes. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au niveau, regardez bien, je parlais de la présence de la mélatonine au niveau mitochondrial et chloroplaste, qui sont les organites cellulaires. Donc, mélatonine présente dans les cellules. Et aussi, elle est produite pour la glande pinéale. 5%, c'est le site principal. Donc, 5% de cette mélatonine est produite au niveau de la glande pinéale, qu'on va parler tout à l'heure. C'est alors là, dans ce cas-là, une hormone. Une hormone. Pourquoi? Parce que la glande, elle va sécréter cette mélatonine qui va rentrer dans la circulation sanguine. On trouve la mélatonine au niveau de circulation sanguine et au niveau du liquide céphalorachidien. Ces deux endroits. Ok? Donc, on sait au niveau hormonal que quand on a de la lumière, on a une baisse de mélatonine. Quand on est dans la nuit, ou ça veut dire non exposé à la lumière, parce qu'aujourd'hui on dit la nuit, mais on a la lumière artificielle. Donc, quand on est exposé, d'ailleurs, quand on n'est pas exposé à la lumière, on a une augmentation de mélatonine. Ça, on le sait. Donc, cette mélatonine hormonale produite par la glande pinéale, elle est variable. En revanche, cette mélatonine mitochondriale, quand on a dans la nuit une augmentation de mélatonine, on va parler un peu du foie. Par exemple, comment le foie il se rend compte que c'est nuit? Exactement parce que le foie a deux récepteurs pour la mélatonine qui va faire à ce moment-là, cette mélatonine produite par la glande pinéale va rentrer et le foie va se rendre compte que c'est la nuit. Et donc, il va commencer à faire son métabolisme, il va changer, ça va bouleverser le travail du foie. Ça, c'est qu'un exemple. Donc, la conclusion, c'est que cette mitochondrie, elle est présente dans l'homme, elle est même présente au niveau des insectes, pour vous donner une ordre d'idée. Toutes les plantes eucaryotes, toutes les plantes qui ont et aussi bactéries comme cyanobactéries et alpha-protéobactéries. Alors, dans le cas de plantes, les plantes, elles ont aussi d'autres fonctions très importantes et qu'on va après passer à nous. Les plantes, elles sont sessiles. Les plantes ne peuvent pas bouger. Donc, une façon de se défendre, c'est la production de mélatonine. Et pour celles qui ont chloroplaste et mitochondrie, c'est encore mieux parce que la production de mélatonine sera encore plus importante au niveau de mitochondrie et de chloroplaste. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'au niveau cellulaire, alors, on aura
fonction anti-inflammatoire, qu'on va voir, antioxydant et antivirale. Donc, la mélatonine cellulaire, elle a toutes ces fonctions-là. La mélatonine, alors, elle va avoir des fonctions systémiques et de fonctions cellulaires. Et si je vais être plus spécifique, je parle de anti-inflammatoire, antioxydant, antiviral. Je vais vous montrer après cette fonction anti-inflammatoire et antioxydante de la mélatonine. OK, on a beaucoup parlé, ou on a un peu parlé de cette glande pinéale. Maintenant, on va comprendre un petit peu notre mécanisme d'action, de synthèse de la mélatonine. Regardons. Donc ici, je vous fais un schéma, OK, où on va déjà localiser cette glande pinéale pour commencer. Ici, c'est nos yeux, la rétine. Je localise les structures. Ici, la rétine, ici, les yeux, je représentais par un. Ici, on a la lumière du soleil. Ici, on a le soir. OK? Donc, ici, j'ai mis le nerf optique. Ici, on est au niveau de l'hypothalamus. Il faut savoir qu'ici, on a thalamus et hypothalamus. L'hypothalamus, avec ses deux noyaux, je vous présente le noyau. Noyau suprachiasmatique et le noyau paraventriculaire, qui font partie de l'hypothalamus. Après, on va descendre dans la moelle épinière et on va arriver ici où on aura tous nos ganglions paravertébraux qui font latéral, n'est-ce pas? Qui font partie de notre système nerveux sympathique. Où on aura ici un groupe, qui c'est très important, qui c'est notre ganglion cervical supérieur. Si vous avez des questions par rapport à ça, on a toute une formation sur le système nerveux autonome, n'est-ce pas? Et spécialement le système nerveux sympathique et parasympathique. Alors, à partir de là, je vais vous expliquer tout, mais je suis en train que de vous localiser. Ici, on a la glande pinéale. Donc, la glande pinéale, j'ai mis ici quelques caractéristiques de cette glande pinéale. Elle pèse entre 100 et 150 grammes, ce que pour vous montrer qu'elle est très légère, extrêmement vascularisée. Elle est dans la ligne médiane du cerveau. Elle fait partie du diencéphale. C'est quoi le diencéphale? C'est le thalamus qui c'est au milieu là, à peu près là. Elle est thalamus, hypothalamus que je viens de vous présenter, épithalamus. Épithalamus, c'est où est effectivement la glande pinéale. OK? Donc, elle fait partie du diencéphale. Et elle a deux types de cellules. Une qui c'est 95%, qui s'appelle glande pinéale, pinéalocyte, qui est 95% de la glande pinéale. Et on a aussi des cellules gliales dispersées en astrocytes, astrocytaires et phagocytaires. OK? Donc, on va avoir une partie qui va se occuper plutôt de l'immunité de cette région et aussi le pinéalocyte qui est le grand responsable pour la production de mélatonine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on va parler de la lumière, avec lumière. Okay? Parce que les gens, ils disent beaucoup qu'il faut baisser, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, né, baisser les catécholamines. Mais ce n'est pas exactement ça. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, ici, on va voir la lumière. Cette lumière, elle a une longueur d'onde qui doit avoir entre 460 et 480 nanomètres. OK? Il me manque ici le mètre. Nanomètre. Nanomètre. OK. Ça, c'est effectivement le lambda, longueur d'onde, de la lumière bleue. En sachant que la lumière claire qu'on connaît, elle a dedans cette lumière bleue. Donc, nos yeux sont sensibles, notre rétine, à la lumière bleue, dans cette explication bleue. OK? Donc, déjà, on va parler de la lumière bleue, de tout ce qui est ordinateur portable.
Mais là, je suis en train d'expliquer la physiologie et le mécanisme d'action, donc je ne vais pas aller ailleurs, sinon je me perds. Donc ici, on a la lumière du soleil. Normalement, on ne devrait pas, nos anciens, nos ancêtres, ils avaient que la lumière du soleil et la lune. Donc on n'avait pas cette lumière artificielle. Ce que je veux dire, c'est que quand on a de la lumière du soleil, c'est obligatoire qu'on aura ce mécanisme que je vais vous montrer. Qu'est-ce qui va se passer? On a ici nos rétines. Vous savez que la rétine a des bastonnets, elle a des structures, mais ça, c'est pour la vision. Il y a une autre structure, c'est la mélanopsine, qui est sensible à cette lumière. Donc, qu'est-ce qui va passer? On aura ici un potentiel d'action qui va agir et qui va libérer, normalement, ce qui va libérer, c'est le glutamate, qui va libérer un neurotransmetteur qui a un récepteur au niveau au niveau du hypothalamus, dans le noyau suprachiasmatique. Je vais doucement, lentement. OK? Donc, ce noyau suprachiasmatique est notre horloge biologique. Quand il va recevoir cette information, il va avoir une modification de le status quo, de la homéostasie à ce niveau-là. Et il va activer un autre noyau, que c'est le noyau paraventriculaire. Ce noyau paraventriculaire va descendre jusqu'à notre moelle épinière, qui va faire communication avec notre ganglion cervical supérieur. Et ici, j'ai mis un petit résumé pour ceux qui ne se rappellent pas. On a alors ce point-là, que c'est le point vert de communication. On a l'acétylcholine, qui est notre neurotransmetteur d'une fibre préganglionnaire courte. Je parle du système nerveux sympathique, où on va faire ici, on va faire la synapse au niveau, on fait une synapse et là on passe à la noradrénaline, fibre postganglionnaire longue. Vous vous rappelez de ça? Qui va jusqu'à l'organe effecteur, que c'est la glande pinéale. Donc, j'ai mis ici le dessin correspondant. Ici, on va voir notre fibre préganglionnaire avec acétylcholine, communication avec les ganglions cervical, c'est pour ça que ça s'appelle préganglionnaire, avec le ganglion cervical supérieur, où on aura notre fibre longue, postganglionnaire, noradrénaline. Donc, c'est une fibre adrénergique qui a un récepteur au niveau de la glande pinéale. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un gros zoom de ce pinéalocyte qui a ce récepteur adrénergique. Vous comprenez? Je répète, ici, on a cette communication qui va jusqu'à la glande pinéale qui a un récepteur adrénergique. Okay? Ce récepteur adrénergique, un récepteur à protéine G, okay? Toute cette explication, vous pouvez trouver au niveau du système nerveux sympathique, qu'on a déjà fait. Donc, cette noradrénaline, elle va rentrer là dans cette glande pinéale et produire un effet. Okay? Et là, je suis avec lumière. Donc, si je suis avec lumière, la production de cette noradrénaline, c'est minimal. Donc, tout ça, ce potentiel d'action qui va chambouler mon horloge biologique, okay, qui va venir au noyau paraventriculaire, qui va arriver jusqu'à la glande pinéale avec la noradrénaline, c'est en valeur minimale. Je suis effectivement dans le plus bas de production de mélatonine. Donc, ça, je ne vais pas vous expliquer tout de suite parce que je fais maintenant le contraire. Dans la présence de obscurité. Dans la présence d'obscurité, j'aurai exactement l'inhibition de ce potentiel d'action. Et c'est là que les choses vont se potentialiser. Ça va causer au niveau du noyau suprachiasmatique un autre chamboulement. Ce chamboulement va activer mon noyau paraventriculaire, qui va activer mon ganglion cervical supérieur, qui va avoir un récepteur ici. Maintenant, une grande quantité, une grande concentration de noradrénaline qui va déclencher dans le pinéalocyte, et là c'est les zooms du pinéalocyte,
cette transformation. Donc, j'ai remis ici ma noradrénaline en grande quantité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens, ils disent que quand on a la présence des lumières, il n'y a pas du tout production de mélatonine. Ce n'est pas vrai. On a une production minimale de mélatonine parce que ce phénomène va se passer aussi. L'amplification du phénomène est quand on a le contraire, en présence ou en absence de lumière, en présence d'obscurité. C'est ça que je voudrais dire, en présence d'obscurité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment que j'ai une grosse quantité de noradrénaline et que j'ai un récepteur au niveau de cette cellule-là, pinéolocyte, de récepteur adrénergique, il y aura un chamboulement biologique, un effet biologique. C'est pour ça que sert la communication cellulaire. La noradrénaline ici, c'est un ligand. Et on va avoir un récepteur au niveau de chaque pinéalocyte. Qu'est-ce qu'on aura? On aura à partir de l'acide aminé essentiel tryptophane, la formation de 5-hydroxytryptophane. Donc, s'il y a tryptophane et 5-hydroxytryptophane, ça veut dire qu'il y a eu une hydroxylation au niveau du carbone 5 du tryptophane. Qui a fait ça? La tryptophane hydroxylase. OK? Et là, vous comprenez. Et ce 5-hydroxytryptophane va subir une décarboxylation. Qui va faire ça? Et décarboxylase de l'anneau aromatique. Qui va faire ça? La décarboxylase acide aminé aromatique, qui va nous donner maintenant notre fameuse 5-hydroxytryptamine, qui est la sérotonine. Ça, on a là un synonyme. 5-hydroxytryptamine égale à sérotonine. Après, on va avoir la formation de N-acétyltransférase. Un acétyl va se rajouter ici. Et on va former la N-acétylsérotonine, qui va venir, N-acétyltransférase. On peut compliquer beaucoup le nom de cette enzyme, mais on fera ça plus tard. Pour l'instant, N-acétyltransférase, c'est qu'un acétyl sera transféré à cette sérotonine ou à cette 5-hydroxytryptamine. Et à partir de la N-acétylsérotonine, regardez le nom de l'enzyme. Acétylsérotonine, parce que ça c'est le nom de mon substrat, méthyltransférase. On aura maintenant on va rajouter un méthyle, on va faire une méthylation. Et là, tout de suite, je peux déjà penser aux gens qui ont des problèmes de méthylation. Ils vont mal dormir parce que je ne serai pas capable de méthyler. Si je ne serai pas capable de méthyler, je ne forme pas la fameuse N-acétyl, N-acétyl vient de là, 5-méthox parce qu'il y a eu l'inclusion de ce méthyle, ok? Tryptamine qui vient de la sérotonine. Vous comprenez? Donc, la mélatonine, elle est formée. Qui a découvert cette mélatonine? En 1958, Aaron Lerner. C'est un médecin dermatologiste qui a fait, je ne sais pas, je crois que c'est 250 000 études sur les bovins et il a trouvé cette mélatonine. Et on sait aujourd'hui que seulement, ou beaucoup, je ne sais pas, c'est un site important, 5% de cette mélatonine est produite ici. Mais le plus important, c'est que cette mélatonine, c'est la seule mélatonine hormonale qu'on a. Le reste seront mélatonine produite dans la mitochondrie. Donc, dans toutes les cellules de notre corps qui ont de la mitochondrie. Évidemment, si on parle de système cardiovasculaire, on sait que le cœur, la densité mitochondriale, elle est beaucoup plus importante qu'au niveau, je ne sais pas, de cellules épithéliales. OK? Donc, on aura une production de mélatonine plus importante au niveau du cœur qu'au niveau des cellules épithéliales. Donc, la quantité de mélatonine produite au niveau des mitochondries va dépendre de la densité mitochondriale de chaque système, de chaque organe, de chaque cellule. OK? OK. Alors,
qu'est-ce que je voudrais vous dire? C'est que, en fait, cette mélatonine, comme elle va rentrer dans la circulation, elle va venir ici, au niveau du noyau suprachiasmatique, et elle va chambouler mon relógio biologique. Donc, quand cette quantité de mélatonine est haute, je sais, le noyau suprachiasmatique, il sait qu'on est pendant la nuit. Et comme ça, on va remettre tout à sa place. On va remettre tout en question. C'est pour ça que le noyau suprachiasmatique, c'est lui le horloge biologique, notre horloge biologique. Parce que c'est lui qui va donner le rythme du réveil, le rythme du sommeil, avec l'aide, avec la présence de la mélatonine. La mélatonine, c'est une, quand elle va au niveau du foie, okay, elle est un peu fiscale. Elle va arriver pour dire si tout va bien. Vous allez voir, elle fait un rôle aussi de fiscale cellulaire. Elle va guetter toutes les cellules. Donc, elle est extrêmement importante. Malgré, c'est une production micro, comme on avait dit, né? Et on prend via orale milligrammes, mais la production, c'est microgrammes. Okay? 0,4 milligrammes, c'est la production de cette mélatonine. 0,4 milligrammes. 4 microgrammes. En sachant que nous, on va prendre à peu près 2 à 5 milligrammes. On va discuter ça aussi. On a déjà discuté, on va continuer à discuter dans d'autres vidéos. Donc, j'espère que vous avez bien compris l'importance de la mélatonine. Mais, évidemment, quand on parle de nutrition fonctionnelle, on ne va pas se concentrer sur la mélatonine. On va se concentrer sur les éléments qui sont les éléments piliers, qui sont défense, réparation, assimilation, communication, énergie, intégrité structurelle. On va aussi, avant de donner la mélatonine, on va savoir quel est l'état de l'état de santé de notre patient. On connaît les antécédents, on connaît son histoire, on connaît le déclencheur, on connaît sa problématique, on va modifier tout ce qui est modifiable, n'est-ce pas? Avec une bonne hygiène du sommeil. Et après, on va, si on a besoin, on ne sait pas où est la problématique du patient, si c'est dans la première phase, si c'est dans la deuxième phase, si c'est dans la phase REM, où est la problématique? Parce que là, peut-être, on aura besoin de mesurer le cortisol et même la mélatonine, malgré elle n'est pas très bien mesurée, parce que pour mesurer vraiment la mélatonine, on devrait la mesurer dans l'obscurité. Et ce n'est pas ça qui se passe normalement. Mais bon, le sujet est là. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez bien cerné l'importance de cette mélatonine et aussi de ce mécanisme merveilleux qui est le processus de production de la mélatonine au niveau de glande pinéale hormonale. À bientôt. Vem comigo. Vem comigo.